Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle, session, de la conférence Agile en ligne, pardon, pas du tout, Frugagile France. Il va falloir que je coupe ça au montage, ça va être un vrai bonheur. Hem, voilà. Donc, avant de passer la parole à notre participant, donc certains ont déjà découvert qu'il y avait un chat, voilà, mais parfait. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a aussi un petit onglet qui s'appelle Question and Answers. Donc n'hésitez pas dans le cours de la présentation à poser vos questions. Ça permettra à Yannick, soit d'y répondre dans le cours de la présentation, soit à la fin comme il le souhaite. Voilà, sans plus attendre, je te propose Yannick de monter sur scène, puisque c'est toi qui sont venus voir et pas moi. Donc la interview, oui. On va refaire le partage. Autorisé. On démarre, j'imagine. Allez, on va y aller. On va pas attendre. On est quelques-uns. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre. C'est toujours aussi bizarre de faire ces présentations en ligne, en direct. Ça me manque de voir qui il y a, de voir les réactions des gens. Donc on va essayer de faire ça bien. Ok, donc moi, alors ce qu'on va faire, c'est que j'ai 3 grandes parties. J'essaierai de voir les questions que vous avez à chaque fin de grande partie. N'hésitez pas à poser questions, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de... vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai aucun... je ne vends rien. C'est juste pour vous partager ce qui me plaît. Donc moi, je suis Yannick Gresinger, je suis coach, alors, je suis développeur depuis 15 ans et je suis passé on va dire à plein temps non, parce qu'il y a eu le Covid et les triplés, mais je suis passé coach craft, on va dire coach tech et un peu flow agile chez Binext, donc qui est une société de conseil autour de l'agilité et du développement. On va aller vite. Donc l'idée c'est de passer du Scrum au flux. Le flux pour moi, c'est deux choses qui sont importantes, c'est Kanban et le continuous delivery. Avant, avant toute chose, j'aimerais parler de Scrum un peu. Alors Scrum, j'imagine qu'ici tout le monde connaît dans l'assemblée, même ceux qui regarderont la vidéo. Je pense que maintenant, c'est un peu je vais appeler ça un framework, c'est un peu le framework agile le plus utilisé. Donc voilà, c'est un framework qui a ses avantages, qui est simple. J'ai juste repris une petite image que sûrement beaucoup de gens ont déjà vue. Donc Scrum, c'est quoi? Vous avez un backlog du produit, un nombre de choses à faire que vous avez découpé, que vous allez prioriser dans un sprint en faisant un sprint planning qui va vous donner le sprint backlog. L'équipe Scrum, si possible, feature team, avec toutes les compétences nécessaires, va faire son travail, va réaliser, alors je vais passer à la suite, va réaliser ce que je vais appeler un incrément de valeur logicielle. Sûrement un nouveau package du logiciel qui devrait être livré en prod juste à la fin du sprint. Alors, malheureusement, très rarement, il n'y a pas d'incrément même à la fin du sprint. Alors le sprint peut durer une semaine pour les plus rapides de ceux qui font du Scrum. Ça peut durer 3 semaines, ça peut parfois être plus long, même si pour moi ça devient un peu bizarre. Et cet incrément de valeur logicielle, normalement, ça serait très bien qu'il soit livré en prod. Alors, heureusement, c'est rarement le cas, on va dire. Et vous avez des cérémonies qui sont extrêmement intéressantes, comme le daily stand-up du matin ou de la journée. Chaque jour, vous avez ces sprint review qui va poser la question qu'est-ce qu'on a livré, qu'est-ce qu'on a atteint de l'objectif, ce qu'on s'était défini en sprint planning. Et un des éléments, bien sûr, les plus importants, c'est la rétrospective pour savoir est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on travaille. Alors, rarement, on va vraiment switcher, passer à autre chose que Scrum. Mais bon, on peut largement trouver plein de choses à améliorer au sein de ce framework Scrum pour être meilleur. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que, alors, comme j'ai dit très souvent, malheureusement, on ne livre pas à la fin d'un sprint en prod. Mais il y a un truc qui est rigolo, c'est que s'il y a un de vos développeurs qui a fini, vous commencez un sprint le lundi,
lundi 1er juillet, on va dire, je sais non, c'était pas le 1er juillet, on s'en fiche, le lundi, et il y a un développeur qui a fini une story super attendue le lundi soir. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que on va quand même attendre la fin du sprint, on va dire 2 à 3 semaines plus tard, pour livrer à l'utilisateur. C'est un peu bête parce qu'en fait, on a mis quelque chose en attente, on s'empêche de le livrer, alors que peut-être potentiellement, vous auriez tout à fait la capacité de le livrer en production et de faire en sorte que cet utilisateur, ce client, ce métier soit content. Un élément aussi qui est important, c'est la notion de sprint. Moi, je crois complètement que les mots ont leur importance. Et quand on parle de sprint, le sprint, c'est l'idée que c'est cette course d'un temps limité, par exemple 100 mètres, mais que vous allez essayer de faire la plus vite possible, avec un maximum d'énergie. C'est-à-dire un sprinter, il dépense le maximum de son énergie potentielle au cours de ces 100 mètres pour essayer d'atteindre la vitesse maximum et le faire dans un temps record. Ce qui est complètement différent d'un marathon ou des, j'ai plus le nom, des trials, enfin des courses de 8 heures, 10 heures, 24 heures. Et il y a une question, c'est est-ce que quand on fait un sprint, on ne va pas essayer intentionnellement ou de façon peut-être non intentionnelle de maximiser l'utilisation de l'équipe. L'utilisation, ça veut dire que tout le monde soit vraiment staffé à 100% et du travail à 100%. Une question qui est marrante aussi, c'est comment vous finissez un sprint? C'est-à-dire, est-ce que vous finissez en respirant très fort, en vous dites, mince, on n'a pas réussi, ça a été dur, on a un peu souffert, parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait, ou est-ce que vous êtes capable de resprinter le lendemain sans problème? On parle de vélocité, donc de rapidité à livrer de la valeur. Est-ce que cette vélocité, on arrive à la maintenir? Alors la vélocité, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que c'est un indicateur qui a son intérêt et ses limites. Il faut bien connaître ses limites. Les limites, pour moi, c'est que si on commence à utiliser la vélocité pour comparer X équipes entre elles, c'est bien sûr une très mauvaise pratique. Il ne faut pas le faire. Ça a l'avantage d'être un indicateur très simple qui permet au moins de voir si nous, quand l'équipe se regarde elle-même à la fin d'un sprint ou à la fin de X sprint, est-ce qu'on s'améliore? C'est-à-dire qu'on est honnête avec nous-mêmes, on n'essaie pas de tricher avec la vélocité, est-ce qu'on s'améliore? Et enfin, la question, c'est est-ce que c'est efficace finalement de sprinter? Sauf si votre logiciel, vous le faites en 3 semaines, ou aller en quelques sprints, est-ce qu'un logiciel qui va se faire en 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou qui va vivre très longtemps, est-ce que la notion de sprint est vraiment la métaphore la plus intéressante? Et je répète, les métaphores ont leur intérêt. Donc, je vais juste finir sur un élément et après, je regarderai s'il y a quelques questions, donc n'hésitez pas, juste au moins des réactions, même si ce n'est pas une présentation sur Scrum. C'est la Burn Down Chart. Donc, la Burn Down Chart, c'est un diagramme qui vous présente un peu comment le sprint se déroule. Donc, j'en ai pris une au hasard sur Internet, d'un Burn Down Chart Jira. Donc, ce qui est marrant, c'est toujours de voir cette Burn Down Chart théorique, guideline, là, grisée, qui est parfaite. Il faudrait vraiment livrer des incréments de logiciels, des stories de 1 heure à peu près, à mon avis, pour réussir à le faire, à suivre cette courbe. Et la courbe réelle, rouge, qui est pas si mauvaise en fait. Moi, la plupart du temps, en fait, ce que j'ai vécu dans ces burn down charts, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à démarrer un peu comme au début, et puis finalement, on va voir qu'on s'est trompé, le rouge va augmenter, va même dépasser le story pot initial, et puis pratiquement tout à la fin, donc là c'est par exemple le 14 mai, et ben ça va descendre d'un coup, parce que d'un coup on va passer toutes les grosses tâches qu'on avait mal découpées à done, et finalement il y en a beaucoup qui vont rester, donc ça va s'arrêter au milieu, mais on a une courbe verticale qui descend d'un coup. Encore une fois, c'est un indicateur intéressant parce que on devrait suivre cette guideline grisée, mais on voit que souvent, c'est compliqué. En fait, on a du mal à faire du flux. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Et peut-être pas. Il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à dire l'effet. Ouais, ok, il y a moins des gens qui parlent. Belle modification de périmètre. Ok, donc vous êtes toujours vivant, c'est bien. Ce sont les stories, comme dirait Claude Debris, ce sont les stories qui sprintent, pas l'équipe. Alors oui, on peut toujours essayer de tourner la métaphore pour qu'elle devienne raisonnable. Après, elle est quand même présente. Donc, difficile de s'en retirer. On va passer à la suite. C'était pas le plus intéressant, c'était remettre un peu de contexte sur Scrum,
S'il y a des gens qui connaissent Claude Aubry, voilà, je suis parmi des connaisseurs. Donc on va continuer. Ça serait quoi le flux? Pour définir un peu ce que ce serait. Alors le flux, ça serait un système tiré qui se concentre sur la livraison régulière de valeurs à un rythme soutenable. Donc il y a cette notion de soutenable par rapport à un sprint. Et on va essayer d'optimiser le travail du début à la fin. Alors ça veut dire quoi du début à la fin? Ça peut être du début du développement au done. Qu'est-ce que c'est que le done? Quelle est votre définition du done? Ça peut être du début du besoin, de la demande qui arrive, ou comment vous traitez les demandes qui arrivent jusqu'à la mise en prod, jusqu'à est-ce que l'utilisateur l'utilise. C'est un système tiré. Alors, c'est là où on va parler de Kanban. Kanban ce qu'on appelle propose un flux tiré, alors que Scrum propose un flux poussé. Poussé dans le sens où, au démarrage d'un sprint, vous allez pousser X stories. Alors, c'est vous qui les avez choisis, c'est vous qui les avez priorisés, mais vous poussez d'un coup X stories. Donc, dans le backlog de choses à faire, dans cette file d'attente de choses à faire, vous avez poussé X stories. En Kanban, on va essayer de tirer les stories une par une. C'est-à-dire si, alors je me trompe jamais, je me trompe tout le temps, en aval, ça avance, l'aval s'est libéré de ce flux, l'amont on va pouvoir aller chercher en amont des choses à faire. Et bien sûr, c'est cette notion de livraison régulière. Si on peut livrer tous les jours, on va essayer de livrer tous les jours. Bien sûr, c'est pas obligatoire de le faire, mais on va essayer. C'est aussi autre chose qui est très intéressant quand on parle du flux, donc l'importance des mots. Il y a un auteur scientifique dont le nom est imprononçable, enfin moi je ne me risquerai pas, donc Mihaly, de son prénom, qui parle de la psychologie du flux. Et le flux, c'est surtout lié, par exemple, aux grands sportifs, aux très bons artistes, aux guitaristes, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que vous avez un flux extrêmement efficace, extrêmement agréable pour le cerveau, pour nous-mêmes, qui est à la limite, qui est une diagonale entre l'ennui et l'anxiété. L'anxiété, ça arrive quand vous avez pas assez de compétences pour un challenge trop important. Vous avez voulu prendre par exemple trop story et vraiment à la fin du sprint, il faut que vous ayez tout fini. Sinon, ça va pas plaire au CTO, au CPO, ce que vous voulez. Et l'ennui, c'est que finalement, vous êtes dans un truc tout pisse où il se passe pas grand chose. On peut faire autre chose. Donc c'est cette diagonale qui est extrêmement intéressante à créer, qu'on va peut-être essayer de créer en poussant un peu le système, à la fois en le maintenant, le système de flux, en le maintenant soutenable, mais aussi parfois en le contraignant un peu pour essayer de dire, ok, vous y arrivez bien, comment on peut s'améliorer? Et c'est vraiment ce qui a fait Toyota, le Lean chez Toyota, c'est vraiment, on essaye d'améliorer en permanence ça, et on va contraindre le système quand on pense qu'on peut encore le pousser à fond. Alors malheureusement, des fois, pousser à fond un système peut créer un système inhumain. Et voilà, il faut savoir naviguer à vue. Donc Kanban, alors, vous avez Kanban qui est dans le Lean, dans le Toyota Production System. Kanban, c'est la carte Kanban. Alors, est-ce que c'est Kanban? Est-ce que c'est Kanban? Je vais dire Kanban, moi. Et vous avez Kanban pour l'IT. Donc, Kanban pour l'IT, c'est 4 grands principes. C'est commencer avec ce que vous avez déjà. C'est-à-dire, vous arrivez sur un système, par exemple, des gens qui font du Scrum. Vous n'êtes pas obligé de changer tous les rôles, de renommer, de virer quelqu'un, d'apporter un delivery manager, je ne sais pas quoi. Commencez avec les gens qui sont présents, les postes, les responsabilités, etc. Et donc, vous les respectez. S'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt, c'est que ça s'est construit déjà comme ça et que normalement, si l'équipe est présente, c'est qu'elle marche. Peut-être pas aussi bien que vous voudriez ou que l'environnement le voudrait, mais ça marche. Et ce qui est important, c'est qu'on va appliquer le changement de manière évolutive incrémentale. Et on va potentiellement, par exemple, on va respecter la cérémonie de la rétrospective pour dire est-ce qu'on peut améliorer le flux? Mais on va peut-être se dire aussi, est-ce qu'on peut arrêter de livrer à la fin du sprint, même si on commence à ne plus respecter le framework Scrum, et se dire, tiens, est-ce que je peux livrer dès que le code a été commité? Commité, on le verra plus tard, ça veut dire testé par le développeur, et le développeur est pratiquement sûr que ça doit passer en prod, mais au pire, si on arrive en prod, on a des moyens d'éviter l'erreur, ou de faire en sorte que si ça commence à créer des erreurs, on désactive la fonctionnalité. Un des trucs qui est extrêmement important, qui peut paraître un peu au niveau et bullshit, c'est le leadership. Alors, encourager le leadership à tous les niveaux. Alors moi, j'ai souvent côtoyé des entreprises où le leadership, c'est plutôt des directeurs qui arrivent en disant « Maintenant, vous devriez faire ça, démerdez-vous » ou « Donnez-moi la solution ».
En ligne et la méthode Toyota, c'est plutôt que les équipes sont au maximum autonomes, donc on leur donne des contraintes. Ça serait bien que vous sortiez 3 voitures par heure, par exemple. Puis ça, je connais pas les chiffres, hein. Et comment on pourrait faire ça? Et si l'équipe dit: «Ben, nous, on n'y arrive pas», l'objectif du manager, du N+1, on va dire, bah, c'est d'aider l'équipe à réussir ça, de résoudre les problèmes de l'équipe, de débloquer les problèmes de l'équipe. Et inversement, si le manager à N+1 n'y arrive pas, il va aller voir ses N+2 pour comment voilà, je suis bloqué, comment on peut faire? Donc on est plus dans une approche encore poussée de la direction. On pousse à un problème et démerdez-vous, trouver des solutions. Là, c'est plutôt de tirer. OK, on a des contraintes, on aimerait s'améliorer. Comment vous pouvez nous aider? Heu, En dehors des grands principes, comme ça, il y a des pratiques principales qui sont visualiser le flux. Donc c'est là, on va mettre du management visuel. On va mettre ce tableau Kanban, par exemple. Souvent, les gens ont cette erreur de parler de Kanban alors qu'ils ont juste un outil de management visuel. On va manager le flux, c'est-à-dire qu'on va essayer de le comprendre et de l'améliorer en permanence. Et l'outil principal pour manager le flux, en fait, c'est de limiter le travail en cours. C'est introduire ce qui s'appelle des WIP limits, Work in Progress Limit, des limites qu'on va dire, bah, le testeur, il est tout seul, il aura au maximum 2 user stories dans sa colonne. Si on en a plus, si on commence à voir qu'on a atteint une limite en aval, par exemple côté dev, bah, les devs potentiellement peuvent se dire bah, soit on améliore la façon de travailler pour que le testeur ait moins à faire, soit au contraire, bah, on va aider le testeur à faire son travail. Un élément qui est extrêmement important aussi, c'est de rendre les règles implicites explicites. Donc si on fait du Scrum, souvent les règles sont explicites, mais peut-être qu'il y a plein de règles implicites de livraison, de je sais pas quoi, qu'il va falloir rendre explicites. Implémenter des boucles de feedback. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Scrum, on a déjà des très bonnes. Le daily stand-up, la rétro. Peut-être qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Et enfin, travailler en équipe pour s'améliorer continuellement et avec de la donnée. Ça, c'est peut-être un élément supplémentaire, c'est qu'on va essayer de vraiment chercher la donnée, de surveiller, de visualiser ce flux, de le manager, parce que pour le Kanban, c'est le plus important, en se disant bah, qu'est-ce qui se passe. Donc on verra des diagrammes après. Donc, un tableau Kanban, vous le connaissez, c'est ces colonnes avec où on en est, par exemple, là, il y a analyse, développement, test, etc. Moi, j'ai tendance à dire en Kanban, les colonnes, ça va pas être pour représenter le flux. Par exemple, à un moment, oui, c'est ready to deliver, mais ça va être plutôt pour représenter les attentes. Ça va être des colonnes d'attente. C'est-à-dire que le test, il y a une story qu'en attente. Si le ready to deliver, vous êtes complètement automatisé au niveau de la CI/CD, par exemple, bah, finalement, il n'y a pas d'attente. C'est le test, il est OK, ou plutôt même le développement a fait son test, il commit, ça part en prod. Donc finalement, cette colonne n'est pas très intéressante à représenter. Et même si dans votre flux, en fait, cet élément existe réellement, si vous deviez le dessiner. Mais là, il n'y a pas d'attente. Donc là, on va plutôt représenter les attentes. Et on va tirer, on va parler de lead time, etc. Et en rouge, vous avez ces limites. Donc en fait, comme vous n'avez pas de queue ici, comme vous n'avez pas d'attente, le ready to deliver, bah, il est infini, mais en fait, il est zéro, il n'existe pas. Donc l'idée, le plus important, c'est vraiment de limiter le travail en cours. Tant que vous ne limitez pas le travail en cours, vous ne faites pas vraiment du Kanban. Vous faites du management visuel, vous faites peut-être des choses très intéressantes, mais vous ne faites pas du Kanban. Pourquoi limiter le travail en cours? Parce que ça va permettre de réduire les files d'attente. Quand vous réduisez les files d'attente, vous réduisez le gaspillage. Et quand vous réduisez le gaspillage, vous améliorez la qualité. En plus long, ça donne ça, c'est les files d'attente. Donc c'est le travail d'un monsieur qui s'appelle Donald Reinerstein. Allez le voir, allez voir ses conférences. Bon, il y en a qui disent que c'est un peu austère sa façon de présenter. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il a écrit un livre qui est juste magnifique, qui s'appelle The Principle of Product Development Flow. Et il y a tout dedans. Et il a ce célèbre schéma qui dit les files d'attente créent un temps de cycle plus long. Ça veut dire que bah, ça va arriver moins vite vers l'utilisateur, ce qui est un peu ennuyeux quand même, c'est pour ça qu'on fait du développement. Ça va entraîner une faible qualité, ça va entraîner plus de variabilité. Et la variabilité, alors c'est intéressant en développement logiciel parce qu'on peut trouver des nouvelles façons de travailler ou de nouvelles façons de résoudre un problème utilisateur, mais souvent en ligne, bah, c'est ce qu'on va essayer de limiter. Le Lean Six Sigma, l'idée c'est de vraiment réduire au minimum la variabilité. Par exemple, une pièce, un boulon qui doit faire 5 mm, même s'il peut faire 5,01 ou 5,02, il ne faut pas qu'il fasse 6 mm.
Les files d'attente, ça crée un risque accru. Bah oui, si vous avez une story, ça fait 1 an qu'elle est dans votre backlog, en fait, sa valeur, elle est sûrement passée à 0. Si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Donc en fait, c'est pour ça qu'un conseil de base, c'est de vider les backlogs régulièrement, remettez-les à 0, prenez votre Jira, faites reset et go. Comme vous avez un risque accru ou est-ce que ça risque de coûter plus cher, il y a aussi la notion de délai. Le fait c'est quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent, donc c'est un coût. Et aussi moins de motivation, donc on repasse dans cette psychologie du flux, où si vous arrivez sur un projet où il y a 450 tickets dans le Jira, 450 user stories en attendant dans le Jira, bah, ça ne fait pas le même effet que s'il y en a que 5 et vous dites « Ah bah c'est bon, allez, on les fait », et puis là, ouais, on a fini, quoi. Et après, on peut traiter les nouveaux, on peut s'améliorer, etc. C'est data-driven dans le sens où on va utiliser des métriques peut-être un peu plus poussées que la vélocité. Alors, j'ai repris cette blague qui va mieux en anglais, qui s'appelle Escape Velocity. Alors, pour information, l'Escape Velocity, c'est un moment où une fusée se libère de l'attraction terrestre et peut commencer à accélérer dans l'espace. Donc voilà, donc est-ce qu'on ne peut pas se libérer de la vélocité pour accélérer? Et pour ça, on peut aller voir les métriques de Accelerate, le livre qui est tiré d'une étude qui s'appelle le State of DevOps Report, qui est vraiment à lire, elle est librement accessible. Si vous voulez la version longue, c'est donc le livre Accelerate. Et il y a 4 métriques qui ressortent et qui sont associées à des business qui vraiment réussissent. Alors on va prendre les grands noms comme d'habitude, les Facebook, les Netflix, etc. Mais moi j'y crois, ça me parle. Donc la fréquence de déploiement, le taux d'échec du changement, ça veut dire vous livrez en prod, est-ce que ça peut provoquer des problèmes? Si ça provoque des problèmes, en combien de temps on remet en ligne le service? Et le délai du changement. Alors le délai du changement, c'est en combien de temps un développeur a dit j'ai fini, donc le commit est fait sur votre gestionnaire de source de code, et en combien de temps il arrive en prod. Et là, c'est moins d'1 heure. Alors, vous avez aussi plusieurs déploiements par jour. Microsoft, ils ont sorti leurs chiffres, je crois que c'est 30 000 déploiements par jour. Alors, bien sûr, on parle de Microsoft. On ne parle pas obligatoirement de chez vous. Ça ne sert à rien de déployer pour déployer. L'intérêt de cette métrique, c'est que si vous êtes capable d'être à peu près bon, bah, si vous avez besoin de déployer quelque chose qui est urgent, voire un fixe en production, bah, ça va aller plus vite. Si votre système tombe, bah, ça ne va pas prendre un week-end avant d'être réparé. Il y a des banques qui ont connu ça récemment. Il y a une loi qui est extrêmement intéressante aussi par rapport au flux, qui est prouvé. Donc, on n'est plus dans un indicateur un peu, je vais être méchant avec la vélocité, mais un peu au doigt mouillé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est au doigt mouillé que c'est mauvais, quoi. Ça veut dire que ça a quand même son intérêt. Mais là, vous avez un indicateur qui est prouvé scientifiquement, qui s'appelle la loi de Little, et qui dit bah, le délai avant de pouvoir livrer. Alors, c'est souvent le délai de service, par exemple. Vous êtes à McDo, en combien de temps vous allez être servi votre Big Mac? Et ben là, c'est le délai, c'est le work in progress divisé par le débit. Et donc, vous pouvez savoir si vous êtes capable de mesurer le débit de user story en sachant que les user stories, il faudrait qu'elles soient à peu près standardisées. C'est là que j'utilise des mots qui sont peut-être un peu bizarres dans le développement logiciel, mais à partir du work in progress divisé par le débit, vous savez en combien de temps ça sera, et inversement. Vous pouvez relier tous ces métriques ensemble. Un élément très intéressant aussi, alors tout ça, ça vient de la manufacture. Donc la manufacture, l'avantage, c'est que vous faites 10 000 Clio ou vous faites 400 000 boulons. Donc c'est toujours la même chose. En développement logiciel, vous ne faites pas 400 000 fois la même user story, normalement. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Et donc, en fait, vous allez avoir beaucoup de variabilité. Aucune user story est similaire. Donc, l'idée, c'est justement un des moyens de diminuer la variabilité, c'est en se disant, eh ben, on va éviter les user stories à 8, 10, 25 points de complexité. On va faire que des user stories qui se finissent le plus vite possible, à 1 ou 2 jours de développement. Et vous voyez que bizarrement, je parle de jours. Je ne parle pas de points de complexité, je m'en fiche un peu. C'est l'idée, c'est plus la taille de la user story augmente, plus la variabilité augmente. Et en fait, plus vous augmentez la variabilité, plus l'effet d'utilisation d'un système, je vais expliquer rapidement, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des chiffres qui ont été prouvés aussi, vous pouvez même les simuler. Si vous avez un système et que vous le poussez au-dessus de 80%, un système qui, par exemple, une chaîne de production, et ben, au bout d'un moment, plus vous allez pousser le système, plus le délai va augmenter.
et vous allez tendre vers l'infini. Donc si vous poussez à 100% un système, potentiellement, il n'y a plus rien qui sort de ce système. Et plus la variabilité augmente, plus cet effet de à quel moment le délai commence à augmenter dangereusement, plus il est bas dans cette utilisation du système. Donc remettez tout ça, je vous laisse mûrir cet élément, ce graphique-là, il peut être un peu compliqué à digérer au premier abord, mais remettez tout ça dans votre système humain qui fait des user stories, donc des développements qui sont à chaque fois uniques. Qu'est-ce que ça peut donner? Et là, très vite, vous comprenez que finalement, si vous avez un jour par semaine pour améliorer votre code ou améliorer votre façon de livrer ou aller faire autre chose, bah, finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et là encore, je fais référence à des pratiques qu'on a utilisées chez une petite boîte qui s'appelait Google, mais à première vue, ils ont arrêté. Si vous voulez aller plus loin, les slides seront disponibles. Allez lire ces liens-là. Donc, vous cherchez Monsieur Troy, T-R-O-Y, Magenis, et sur un site qui s'appelle Observable HQ. Et il a fait des petits, on va appeler ça des notebooks, où vous pouvez simuler un peu ce qui se passe au niveau d'un système. Il y en a un qui est très intéressant, c'est l'impact des dépendances entre plusieurs équipes. Alors la mode en ce moment, c'est les PI planning et tous ces trucs-là. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt de se dire, mais pourquoi on a des dépendances et en fait, quel est l'impact des dépendances de base? Et c'est assez impressionnant. L'effet est juste monstrueux. Je vais aller vite, mais l'idée de mesurer le flux, ça peut être du pool d'idées, ça veut dire des idées qui arrivent des utilisateurs, du métier, du product ownership, du product management. Comment on les travaille pour améliorer aussi le flux entre les idées qu'on choisit et ça arrive en prod. Donc là aussi, il y a plein de très bonnes documentations. Je disais, les slides sont disponibles. Il y a quelques diagrammes utiles en Kanban. Il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle le Cumulative Flow Diagram. Vous avez différents types de couleurs qui représentent vos colonnes, en fait. La colonne du bas, c'est tout ce qui a été fini. Et entre les deux, vous avez in review, code review, in progress et pending, c'est-à-dire en attente. Le développement n'a pas commencé. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'aux alentours en juillet, là, on sent un démarrage de sprint. D'un coup, vous avez X user story qui arrive. Alors là, c'est marqué number of issues parce que c'est du Jira. Et le délai, c'est la taille de la ligne verticalement jusqu'à ce que ça soit done. Donc, vous voyez, les user stories qui sont tout en haut de la courbe, là, arriveront beaucoup plus tard. En fait, le délai sera augmenté de base. Si vous aviez apporté les user stories, tiré les user stories au fil de l'eau, dans ce cas-là, le délai de chaque user story serait plus bas. Alors vous allez me dire, ouais, je suis peut-être en train d'aller chercher une perfection qui ne sert à rien, et on verra que ce sera un peu ma conclusion. Si déjà vous arrivez à livrer toutes vos user stories au bout de 3 semaines, c'est déjà très très bien. Je n'irai pas critiquer une équipe comme ça. Alors, un des problèmes, c'est que des fois, dans votre Jira, vous avez des centaines de milliers de donnes, des centaines de donnes, et vous avez 2 user stories en pending, etc. Et donc, ce diagramme va être un peu illisible. Vous allez surtout avoir ce pourpre, là, pourpre violet, qui va prendre tout l'espace, et vous n'allez pas voir ce qui se passe. Et on m'a parlé récemment, enfin, il y a un an, d'un outil qui est potentiellement plus intéressant, peut-être plus basique, plus direct, pour s'améliorer, qui est le control chart. Et le control chart, c'est quoi? Les points verts, c'est vos user stories, en combien de temps elles ont été finies. Et vous avez votre average sur le temps, quelle est la moyenne qu'il vous faut, en fait, quel est le délai pour qu'une user story, n'importe laquelle, quelle que soit sa taille, soit finie. Donc c'est une moyenne, hein, on est d'accord. Le rolling average sur une période, peut-être d'une semaine, en combien de temps, là, ce serait plutôt une semaine, en combien de temps quelle est la moyenne. Donc ça permet de voir déjà, est-ce que finalement on s'améliore ou au contraire les user stories sortent de plus en plus lentement, ou le délai augmente, ce qui ne veut pas dire que peut-être que vous faites des choses trop grosses et que finalement vous allez plus vite, mais que le découpage se fait de moins en moins bien, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est les issues. Vous avez des fois des issues qui sont très très différentes des autres, par exemple très très hautes. Et l'idée, c'est à la fin, à la rétrospective, donc vous pouvez garder les rituels de Scrum, à la rétrospective, d'aller discuter de ces user stories en disant qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et bien sûr, au bout d'un moment, si on n'a plus je vais appeler ça des outliers, des choses qui dévient trop de la normale, est-ce qu'on peut diminuer l'average? Et si on arrive à livrer tous les jours, on arrive potentiellement à déployer tous les jours. Il y a d'autres schémas, il y a encore un site qui vous connecte à votre Jira, qui fait plein de dashboards rigolos.
Ça, c'est un ancien collègue qui a fait ça. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le rouge et bleu. Rouge, c'est qu'est-ce qui en attend dans vos systèmes, et bleu, c'est ce qui, on va dire, entre guillemets, crée de la valeur. Donc, en gros, tout sauf le pending. Et si vous commencez à avoir beaucoup de rouge, il y a sûrement un problème qui commence à apparaître dans le système. Voilà, c'est fini. Je vais aller voir si vous avez des superbes questions, des réactions. Oula, ça a apparu. Super. Alors, je vais essayer de ne pas me faire doubler. Je crois que j'ai jusqu'à 30, donc ça va, il nous reste 30 minutes. Je vais essayer de répondre aux questions et je me laisse au moins une quinzaine de minutes pour finir. Tu n'as pas peur que le flux soit plus épuisant que les sprints Scrum? Alors, c'est toujours pareil. Hein, on va chercher le détail des méthodes. Le détail des méthodes, c'est que c'est le système et la culture d'entreprise qui va finalement faire est-ce que la façon dont les équipes travaillent est humain ou pas. Vous pouvez faire du Scrum plus humain que du flux. Après, il y a toujours une influence psychologique sur les termes. Le fait de se dire comment je m'améliore en Scrum, c'est essayant de faire plus dans le sprint. Comment je m'améliore en flux, c'est que je vais essayer d'améliorer le délai. Donc il y a, pour moi, mais c'est un sentiment qui est peut-être juste pour moi, il y a quelque chose de plus intéressant. Comment trouve-t-on la cardinalité? Alors, cardinalité, je pense que la cardinalité maximum d'une colonne Kanban, c'est plutôt de la WIP limit. Et ben en fait, en regardant, en commençant, en prenant des photos, peut-être en observant le flux, le système pendant quelques temps, une semaine, un mois, plusieurs sprints, et disant en moyenne, voilà ce qu'on arrive à faire. On va poser une limite comme ça. Les limites, on va les changer au fur et à mesure. Peut-être qu'on a mis trop petit, peut-être qu'on a mis trop gros, je ne sais pas. Il y a d'autres moyens un peu plus doigt mouillé qui sont marrants, c'est de se dire j'ai 2 développeurs. S'ils font, on va dire qu'ils n'auront pas le droit de faire plus de deux user stories en parallèle, ce qui peut déjà en plus se discuter. Hein. Peut-être que start finishing, stop starting, donc commencer par finir avant de commencer autre chose. Mais des fois, il y a des user stories, on est un peu bloqué. Et là encore, est-ce qu'il ne faut pas les mettre dans le management visuel à côté pour dire les sortir du flux, pour dire ouais, mais ça on est bloqué, c'est pas de notre faute. Mais voilà, pas plus de user story par développeur, c'est bien. Donc si on en a 2, on met une limite à 4. Alors quelle est la différence faites-vous entre les lignes Kanban et l'agilité? Je ne vais pas répondre à cette question ici. Il y a une conférence de Michael Baélé à Flocon, allez la voir. Et après, vous pourrez lui lancer des tomates ou pas. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça permet de voir un peu. Mais je ne parlerai pas d'ici. Est-ce qu'il y a des domaines où le flux ne marche pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des domaines où on est obligé d'avoir tout fini le logiciel avant de le livrer? C'est ces domaines-là où, oui, si on ne peut pas livrer de la valeur à quelqu'un, dans ce cas-là, le flux ne sert à rien. Quoi. Si vous êtes obligé d'avoir fini le CD et de livrer le CD à la fin, non, ouais, le flux ne servira à rien. Mais peut-être que Scrum, Scrum a introduit toujours ces notions de rétrospective régulière. Mais là, je parle de flux vraiment dans le cadre de la livraison de valeur à des utilisateurs. Et dans ce cas, ça ne sert plus à rien. Dans le flux, à quel moment conseilles-tu de faire des rétros? Alors, en fait, en Kanban, vous avez cette notion de cadence. Et la cadence, et vous allez mettre des rituels peut-être à des cadences différentes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez désynchroniser les cadences. Vous pouvez faire de la livraison, par exemple, toutes les semaines, se dire on ne livre pas tous les jours parce qu'on n'est pas encore sûr de nous, ou ça devient un peu dangereux, ou on n'est pas encore mature, je ne sais pas. On va peut-être livrer toutes les semaines, par contre, on va faire les rétros toutes les 3 semaines. Donc vous êtes plus synchronisé comme un Scrum, comme ce que préconise Scrum. Alors je lis, utilise le terme itération à la place de sprint, alors peut-être. Il y a un chat, je sens que je ne vais pas réussir à tout lire. Je vais continuer et on laissera d'autres questions pour la fin. Mais c'est déjà très cool d'avoir des questions. J'ai fait cette conférence il y a quelques jours et il y a eu 0 question et c'était très très chiant. Donc, merci à vous. Donc maintenant, on a parlé donc un peu du processus, de la méthode, comment on pouvait faire du logiciel. Donc encore une fois, là, je parle de logiciel, faire du logiciel, et si possible, du logiciel comme un site web ou du service.
peut-être pas un éditeur qui va livrer son logiciel une fois tous les 6 ans à un client. Ça, c'est un autre contexte ou du logiciel qui va partir sur un satellite. Et encore, je pense qu'on pourrait en discuter. On va parler plutôt, on va descendre un peu plus dans la technique, parce que malheureusement, ou heureusement, si vous voulez faire du flux, il va falloir avoir un niveau technique qui suit. Donc l'idée côté technique, c'est d'espérer quelque chose comme ça qui livre de la valeur régulièrement. Tous les X temps, tous les jours, on livre quelque chose. Alors on va pas faire des Oreos, on va pas faire 400 000 boulons, on va faire des user stories, donc ça sera un peu différent à chaque fois, mais c'est vraiment l'idée de livrer en continu. Et surtout, livrer en continu, c'est d'éviter ce phénomène-là, où quand on livre, ça explose. Et malheureusement, pour pouvoir éviter ce phénomène-là, il n'y a qu'une solution, c'est de le faire plus souvent. Il y a une célèbre phrase de quelqu'un dans le monde tech qui dit quand ça fait mal, faites-le plus souvent. Ce n'est pas des pratiques spéciales, hein, c'est vraiment, il faut réussir à le faire. Si vous n'arrivez pas à livrer et quelqu'un vient vous dire bon, on n'y arrive pas, on va livrer moins souvent, bah là, vous êtes en train de creuser, quoi. Et plus vous creuserez, plus quand vous livrez, ça vous fera mal. Et pour livrer en continu, qu'est-ce qu'il faut Alors, je vais sortir plein de termes qui viennent de la technique. Je vais essayer de les résumer un peu. Peut-être que le résumé vous semblera trop simple. Peut-être qu'au contraire, ce sera compliqué à digérer sur place. Encore une fois, c'est des pistes. Donc, de l'infra as a service. Si vous êtes encore à envoyer un mail à votre département opérationnel pour avoir une VM ou une machine qui arrivera dans 6 mois, bah, ça va être compliqué. Donc il faut les moyens en interne ou en allant chercher ces moyens en externe, dans le cloud par exemple, d'avoir une machine qui arrive rapidement. Moi j'ai une nouvelle machine, je veux livrer un nouveau service, bah, ça doit arriver rapidement. Pardon. On va parler d'infra as code. Infra as code, ça veut dire que l'infra, ça a été souvent quelqu'un qui se connectait à une machine, qui arrivait au bout de 6 mois, qui installait le Apache ou votre application, etc., qui prenait, et puis quand vous demandiez une livraison, vous lui envoyez un mail avec le jar, j'exagère un peu, hein, j'espère que vous n'en êtes pas là, qui envoyait le mail avec le jar et qui installait ce package de l'application et qui redémarrait l'application. L'idée, c'est que tout ça, ça doit être automatisé. Donc, on va mettre la description du déploiement, la description de l'automatisation. Qu'est-ce qui se passe? On va le mettre comme dans du code qu'on va aller committer sur le gestionnaire de source. J'en ai parlé déjà, mais c'est une capacité de livrer facilement à n'importe quel moment. Donc, il y a toujours cette blague, est-ce qu'il faut ou pas livrer à 17h? Alors non, il ne faut pas, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais oui, il faut, parce que si vous êtes capable de livrer à 17h, bah, au final, on ne le fera pas, mais ça veut dire que vous pouvez livrer même à 20h le dimanche s'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Et cette livraison à 20h le dimanche ou à 20h le samedi, elle ne va pas vous prendre tout le week-end. Elle va vous prendre peut-être juste 1h05 et vous pourrez repartir très vite avec votre famille ou sortir de cette réunion extrêmement désagréable. C'est cette capacité, tiens, je l'ai laissé en anglais, il y a une ligne en trop. C'est une intégration continue, robuste et évolutive, c'est-à-dire que vous utilisez souvent, vous avez dû entendre ces outils comme Jenkins, comme CircleCI, cette intégration continue, cet outillage technique, et ben, il faut qu'il marche. Si lui-même, c'est un centre de service à bas coût dans l'entreprise, au fin fond d'un département ou externalisé très très loin, bah, ça veut dire que ça va souvent mal marcher. Et si ça marche mal, bah, vous allez vous faire mal si vous essayez de livrer en continu. Livrer en continu, ça veut dire aussi peut-être de sortir de cette notion de branche. Alors les branches, c'est qu'une stratégie de branche très connue, c'est vous avez la dev, la pré-prod et la prod, et vous allez avoir une branche dev, pré-prod, prod. Et quand vous les livrez en prod, vous tirez la modification, ce qu'on va appeler un commit de la pré-prod, et vous le poussez sur la branche de prod. Et en fait, souvent, cette notion de branche, bah, on va avoir des merges qui sont douloureux, qui sont difficiles. Tirer en prod, ça veut dire qu'on a peur de... Pourquoi on fait des branches comme ça liées à des environnements? C'est qu'on a peur en faire de livrer en prod. C'est qu'on se dit, s'il y a un commit qui arrive en prod, il risque de tout casser. Et oui, si on en est là, que le commit risque de tout casser, et bah, c'est qu'on n'est pas encore assez bon vraiment pour faire de la livraison continue. Donc peut-être qu'il faut commencer à se dire, bah, tiens, on va enlever des branches des branches, et on va essayer de trouver des moyens que le commit arrive directement dans cette branche de prod, et cette branche de prod parte en prod.
Et pour ça, on va utiliser des techniques comme le feature toggle, le branching by abstraction. C'est pas le feature branching, c'est le branching by abstraction. Ça veut dire qu'on va avoir des if dans le code qui vont dire if cette feature, cette fonctionnalité est en cours de développement, mais en fait, en prod, ça ne passe pas dans ce code-là. Donc en fait, elle n'existe pas virtuellement, elle n'existe pas en prod. Ça va permettre aussi, feature toggling, ça veut dire si je viens de livrer la fonctionnalité X, on regarde ce qui se passe en prod, on commence à voir qu'il y a des erreurs partout, on vient de livrer, ça commence à casser partout, on peut l'éteindre. Au lieu de reverter, d'aller chercher la version d'avant, on peut juste dire cette fonctionnalité, on la coupe, et on espère que le service reparte à la normale comme ça. Et très souvent, ça marche. Et vous avez d'autres choses qui semblent comme le blue-green déploiement, le canary release. Canary release, c'est le moment où vous livrez une nouvelle version, vous allez commencer à la livrer peut-être à un certain pourcentage de vos utilisateurs. Donc il y a par exemple 1000 requêtes par seconde, vous en avez 5 ou 10 requêtes qui arrivent, vous allez les envoyer sur la nouvelle livraison et monitorer, surveiller ce qui se passe dans les logs, surveiller les indicateurs de votre prod et voir est-ce qu'ils ne commencent pas à avoir des erreurs. Est-ce que pour les utilisateurs, ça marche? Mais surtout, ce que vous avez vraiment besoin, c'est des professionnels. Dans le sens où, alors ce que j'appelle professionnel, je reprends un peu les termes de Robert Cecil Martin, alias Uncle Bob, qui dit vous allez avoir des gens qui vont devoir faire du test-driven development. Alors, sans faire du test-driven development, si au moins s'assure que leur code qu'ils livrent est bien testé. Vous allez peut-être utiliser des notions de pair programming. Pair programming, c'est qu'on travaille à deux devant un écran, plutôt devant un clavier, vous pouvez avoir plusieurs écrans. Le mob programming, c'est la même chose, mais vous avez potentiellement toute l'équipe. Donc, il y a une blague qui est sortie récemment sur Twitter, et la blague, c'est pourquoi faire 2 heures de pair programming quand on peut faire 2 jours de revue de code? Je ne sais pas si vous avez la blague, mais en gros, souvent, on perd beaucoup de temps à faire de la revue de code, alors que finalement, on aurait mis les personnes ou l'équipe devant le code, ils l'auraient peut-être résolu en 2 heures. Et ce qu'on pense être moins efficace en termes de coût, finalement, peut l'être beaucoup plus en termes de délai. Et si on reprend tout ce que j'ai dit ou tout ce que le Lean dit, le délai est plus important en fait. Le délai, c'est vraiment ce qui va gérer votre valeur, ce que vous livrez en prod, la valeur que vous créez au sein de votre entreprise. On va parler d'outils de testing avancés, le contract testing, etc., de domain-driven design, de documentation vivante. Il y a plein de concepts très intéressants qui se sont développés ces 10 ou 20 dernières années dans le développement logiciel, qui sont vraiment réutilisables. En conclusion, je vais aller voir les questions, c'est ne passez pas au flux directement, c'est très dangereux. L'idée du flux, c'est quoi? C'est on commence par quelque chose qu'on maîtrise, Scrum, ça peut être autre chose, et comment on peut commencer à accélérer. Et je réutilise le terme accélérer vraiment associé aux métriques d'accelerate et du State of DevOps Report. Comment on va pouvoir pousser du flux. Et par exemple, vous pouvez commencer à mettre des éléments de Kanban. Déjà, Kanban en soi, par les limites, enfin j'exagère, mais il n'y a pas grand-chose. C'est plus une philosophie et quelques outils bien ciblés. Mais la grosse partie, c'est plutôt la partie technique. C'est là où je pense que c'est les gens vont avoir peut-être le plus de mal, où vos contextes vont être en difficulté. C'est comment, techniquement, on construit la culture d'ingénieur, la culture de développement, mais aussi on s'outille pour pouvoir livrer assez vite et livrer sans que chaque livraison soit dangereuse. Je vais aller voir les questions. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Il y a moins de questions. Alors, y aurait-il des vidéos de la conférence? Donc, Fabrice l'a dit au démarrage, oui. Non, il y aura une vidéo de la conférence. Je peux vous partager directement. Alors, attendez, je vais essayer quelque chose en direct. On va voir si ça marche. On va voir si ça fail. Ah, attendez 2 secondes. Est-ce que je vais réussir à faire un copier-coller? Voilà. Et je vais vous le partager. L'avantage, c'est qu'on est dans un outil en ligne. Non, c'est pas ça. Je vais mettre ça ici. Ça laisse le temps pour les questions. Voilà, vous avez accès en direct aux slides. C'est une Google Slides, donc je les fais évoluer régulièrement. Donc il y avait une question que j'ai peut-être ratée. Alors c'est quoi la Living Documentation? Peut-être ici vous avez entendu parler de Behavior Driven Development, BDD. Ça fait partie, c'est un des gros outils associés à la documentation vivante. BDD, c'est qu'on va décrire
de façon un peu plus formelle, un peu plus parlante, pour que, par exemple, le métier qui n'est pas du tout technique puisse lire les spécifications, qu'est-ce qui se passe réellement dans le code. Et c'est plein d'outils où on va avoir de la documentation qui est complètement reliée au code. Par exemple, le BDD, le principe du BDD, c'est quand vous changez le code, le BDT ou le Gherkin doit changer, cette description doit changer, parce que sinon les tests ne marchent pas. Et inversement, si vous changez la spécification, le code doit changer, sinon les tests ne passent pas. La living documentation, c'est vraiment très intéressant dans le cas où vous avez des métiers complexes. Un métier complexe, si vous faites des choses soit très ingénierie, soit des passe-plats, ne faites pas de la living documentation, c'est trop coûteux. Faites des tests, mais des tests plus classiques, unitaires. Voilà. Mais allez lire, il y a un très bon livre d'un Français qui s'appelle Cyril Martrer, qui a écrit là-dessus, c'est un très très bon livre. Alors, le Scrum semble plus disruptif, alors que le Kanban semble plus adapté pour aborder l'agilité dans une organisation. En quoi le flux est difficile dès le départ? En fait, il y a des principes de psychologie qui disent des fois on transforme tout sans rien changer. Ou inversement, je ne sais pas, on change tout sans rien transformer. Vous pouvez faire du Scrum et finalement ne pas réussir à livrer. Et par contre, si vous essayez de livrer très régulièrement, par exemple, vous arrivez dans une entreprise qui n'arrive pas à livrer, tous les 6 mois, elle livre. Elle pourrait livrer plus souvent, mais c'est vraiment un problème de culture et de technique, et je vais appeler de legacy code, je sais pas quoi, où plus personne comprend comment ça marche. C'est pas une question que le contexte rend cette pratique impossible. Finalement, vous allez pouvoir être très descriptif et passer du Scrum, et ne rien changer, parce que finalement, les gens n'arriveront pas plus à livrer. Par contre, si vous dites, on va essayer de livrer toutes les semaines, vraiment, en prod, je suis sûr que vous serez beaucoup plus disruptif que si vous allez beaucoup plus aller taper les limites de votre organisation. Et c'est pour ça que c'est difficile dès le départ, parce que, alors je dis pas que c'est difficile dans le sens où c'est impossible, c'est difficile dans le sens où ça demande de la rigueur, ça demande plus de technique. Il y a tout un débat sur est-ce que l'agilité Scrum n'a pas oublié la partie technique, ingénierie du développement logiciel. Donc, peut-être que des gens en ont parlé chez Agile France lors de la conférence, mais c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Donc voilà, ça demande des pratiques et des contraintes qui sont un peu différentes. En fait, le flux, c'est pas l'asymptote de Scrum. Tu réduis la durée du sprint à 0. Alors, je ne sais pas si on peut atteindre le 0, mais oui, tu réduis la durée du sprint enfin, encore une fois, on peut... Est-ce que le terme sprint a encore un élément là-dessus? Mais oui, tu réduis au minimum. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le délai de livraison de la valeur. En fait, si vous allez lire les travaux dans le livre Principle of Product Development Flow, ou les travaux du Lean, vous verrez ce qui apporte de la valeur, c'est de livrer le plus souvent possible. Et quand vous livrez, ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez. Livrer des choses en prod, c'est le moment où vous apprenez. C'est pas dire le product owner a plus ou moins validé de loin que c'était bon. C'est vraiment au moment où vous livrez en prod que vous apprenez. Comment rassurer les devs face au flux? C'est quoi l'avantage pour eux? Je ne sais pas si c'est un avantage pour eux. Je pense qu'au contraire, ça peut les mettre en difficulté. Alors l'avantage pour eux, c'est que l'avantage pour eux, je ne sais pas si tout le monde partage mon sentiment, mais pour moi, en tant que développeur, c'est de livrer de la valeur aux utilisateurs. C'est un débat qui revient. Il y a encore une question sur Twitter qui est apparue là-dessus. Ce n'est pas aller chercher le dernier framework ou la dernière technologie. Et dans ce cas-là, laissez-moi un an tranquille à m'amuser avec, et c'est pas grave si je livre rien. Pour moi, un développeur, il doit avoir envie de livrer de la valeur à des utilisateurs, des choses à un utilisateur. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'on livre plus vite, on a le feedback plus vite. Souvent, quand on commence à faire du Kanban, du flux, on atteint des cultures où finalement l'équipe est autonome, l'équipe va gérer, peut-être pas le besoin, elle va peut-être pas définir le besoin, mais au moins elle va être capable de livrer en prod. Donc, vous allez tirer, je ne l'ai pas mis dans des stage, je devrais le mettre, mais vous allez tirer toute la culture DevOps avec. Et merci de me rappeler, il faut que j'en parle. Vous allez tirer vraiment toute la culture DevOps. Le désavantage, c'est que ça va aller
ça va les pousser aux limites, soit d'eux-mêmes, soit carrément du système. Si la CI, par exemple, ne marche pas, Jenkins tombe tous les jours. Moi, c'est du vécu. Hein. Si Jenkins, vous ne le gérez pas, tombe tous les jours et vous n'arrivez pas à livrer à cause de ça, mais c'est pas vous, vous n'avez aucun contrôle sur cette contrainte, ça va être extrêmement désagréable. Est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu à toutes les questions à première vue. Donc voilà, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez du feedback à partager? Des questions plutôt dans le chat. Okay, Fabrice qui revient. Tu as notamment 2 questions. J'ai peut-être loupé des questions dans le chat. Mais comment on fait? On va en profiter. Ouais. Alors, je vais essayer de remonter. Moins de motivation à cause de la gestion du flux. Pourquoi, Sébastien, si tu peux repréciser pourquoi moins de motivation à cause de la gestion du flux? Je ne vois pas et je vais essayer en attendant de répondre à ta deuxième question. C'est de faire monter Sébastien sur scène. Maintien du legacy multi-application. Oui, vas-y. Ouais. Sébastien, si tu allumes comme ça, je lui réponds en direct à micro et ta caméra, tu vas monter sur scène. Voilà. Oui, parce en fait, tu as marqué sur une diapo que du flux, une des conséquences, c'est qu'il y avait moins de motivation. Alors peut-être que j'ai lu trop rapidement, comme j'ai 3 écrans, que je fais des choses en même temps. C'est peut-être une mauvaise compréhension de ma part, mais est-ce que j'ai bien compris sur une diapo, non, justement. Alors, je vais réexpliquer. En fait, il y a un scientifique qui a sorti ce livre, qui est un peu une référence, qui s'appelle The Psychology of Flow, la psychologie du flux, et qui dit qu'il y a une diagonale qui est située à la perfection entre l'ennui et l'anxiété, où on est dans un état psychologique de plaisir, en fait. C'est un peu comme ce tennisman qui arrive tous ses coups. En fait, le match se passe très très bien. C'est pas le joueur c'est pas le débutant qui finalement il s'ennuie parce que bon le mec renvoie à peine les balles, et c'est pas non plus le joueur qui lui laisse passer aucune et qui n'arrive à rien faire. Donc c'est ce moment, et je pense qu'on posait la question à un moment, il y avait une question sur Scrum versus Kanban par rapport à la soutenabilité. Bah, vous pouvez faire les deux. C'est peut-être que Kanban, le flux va rentrer dans un peu plus de précision. C'est peut-être un flux à la journée et moins à la semaine. Il y a aussi cette notion de délai, en fait. C'est très fort en psychologie. Si vous lisez n'importe quel outil de productivité personnelle, de GTD, Getting Things Done, à tous les derniers qui sont sortis, c'est toujours il faut réussir à vider les choses qu'on a en tête, tout ce qu'on aimerait avoir fini. Si vous êtes capable de faire et de finir un par un et de le faire vite, bah vous êtes dans un état de productivité personnelle. Alors, pas de productivité au sens que vous en faites 4000 fois qu'un être humain normal, mais par rapport à vous, vous êtes en état de psychologie de réussite personnelle, de plaisir à sortir les choses. C'est pour ça qu'on va parler en Kanban de start finishing, stop starting, d'arrêter de commencer des choses et de finir les choses. Et peut-être finir les choses, c'est se dire bah, j'arrête de le faire parce que je n'y arrive pas, parce que ça ne sert à rien. C'est ce backlog Jira avec 400 trucs en attente. Ça fait 1 an qu'on n'y a pas touché, c'est un bug qu'on n'a pas résolu. Bah, s'il est si important, pourquoi vous l'avez déjà pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait s'il est si important? Et si on ne l'a pas fait, c'est qu'il n'est pas important. Donc on l'enlève, et s'il revient, c'est peut-être un indicateur qu'en fait, on aurait dû le faire. Mais on ne se retrouve pas avec ce truc, ah là là, on a tout ça à faire, on ne sait pas quand est-ce qu'on le fera, ça ne sert à rien. Tu avais une autre question qui était encore plus difficile. Oui, c'était sur. Moi, j'ai une équipe où on maintient du legacy, c'est plusieurs applications, et on a surtout des problématiques de connaissances métiers, et on travaille actuellement en itération, en sprint, enfin en itération, quoi. Une itération, on fait l'application A, une itération, on fait l'application B, et passer en flux, ça donne envie. Voilà. On a plusieurs clients en fait. On a les clients de l'application A, les clients de l'application B. Donc, on a aussi plusieurs interlocuteurs. Donc, faire du flux, ça donne envie. Mais c'est vrai que c'est simple de dire aux clients pour l'instant, bah, telle itération c'est pour vous, telle itération c'est pour vous. Et passer en flux, ça changerait beaucoup de choses, quoi. Et c'est intéressant.
Ouais, alors, j'ai simplifié un peu les problématiques du flux. Alors c'est sûr, si on pouvait faire, une priorisation en fonction des utilisateurs, enfin du client, quelle est la valeur pour le client? Est-ce qu'on est capable de voir ces X clients d'un même point de vue et dire: «Bah, on va d'abord travailler sur lui, finir ça, parce que c'est globalement pour le système, c'est plus intéressant de faire ça» et finalement voir le backlog comme un seul backlog qu'on va dispatcher. C'est ce qui est une vision différente, c'est plus avoir autant de backlog que de clients, mais d'en avoir un seul parce que peut-être qu'on travaille pour, en fait, dans une même société. Et globalement, cette société, elle a un intérêt que certaines choses soient faites avant d'autres. Après, si on est vraiment dans X clients, on est un service qui répond à X clients, mais encore une fois, si c'est des clients externes qui ne sont pas reliés entre eux, peut-être que nous, en tant que développeurs d'un service, on aimerait que ces choses-là soient priorisées. Et ça peut être déjà intéressant de voir le problème comme ça. Après, je dis que j'ai simplifié le flux parce que dans le flux, il y a aussi des notions de cadence. Peut-être qu'il faut faire pas des gros batchs, mais des micro-batchs. Peut-être que se dire on travaille semaine par semaine, ça nous permet de se concentrer pendant une semaine sur ce client-là. Donc pendant une semaine, on se dit, on se concentre là-dessus et il n'y a pas ce problème qui arrive dans la notion de batch. Là encore, je retombe sur le Lean Toyota Production System. Dans la notion de batch, c'est que le problème, c'est qu'un batch, quand on switch de batch, normalement, il y a un coût. Il y a un coût à l'initialisation. Un peu comme, encore une fois, dans la psychologie, si vous faites du multitasking, comme tu nous l'as montré, c'est difficile de faire une chose bien. Donc peut-être qu'il faut se dire, pendant une semaine, je ne fais que ça, et je me concentre là-dessus, et je suis focus là-dessus, et mon énergie est concentrée là-dessus. Donc là encore, il faut y aller avec parcimonie et comprendre quelles sont les vraies contraintes du système. Merci. Quels sont les vrais besoins du système. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que Fabrice non, là, je crois que voit, je ne vois pas qui est dans la salle. Cette fois, on a fait un petit peu le tour. En plus, on est parfait, on est très exactement à 13h28 pour une fin estimée à 13h30, ce qui n'est pas trop mauvais estimateur, ma foi. Ce que je vous propose, je vais... Sourcine, c'est... ce que je vous propose, c'est qu'on va repasser en mode table. Je ne sais pas si tu as encore 5 minutes, Yannick, mais du coup, je crois que tu es sur la même table que moi, c'est-à-dire en haut à... Tout à fait. Gauche. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir papoter avec toi, ils auront encore quelques minutes pour le faire, puisque la conférence est prévue pour se terminer à 45. Parfait. Superbe. J'ai du temps. Allez, à tout de suite. Je te laisse switcher.